Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Village Semences Semae. On va parler des agriculteurs et de l'énergie. Les agriculteurs, l'agriculture peut-elle, et est-elle d'ailleurs aujourd'hui déjà productrice d'énergie? Peut-on faire encore plus, encore mieux? Avec trois invités. À ma gauche, le député Jean-Luc Fugit, bonjour. Bonjour. Député du Rhône. C'est ça. Parfait. En face de vous, Guillaume Vantuin, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la FNSICAE. Évidemment, on va détailler ce que c'est. C'est la Fédération nationale des SICA d'électricité. Alors plus précisément, je suis membre de la Fédération nationale des SICA d'électricité, Société d'intérêt collectif agricole d'électricité. Voilà, et on va voir que vous allez nous expliquer comment est-ce que vous distribuez, comment ce réseau-là distribue et produit aussi d'ailleurs de l'énergie. En face de vous, Jérôme Leplat, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur d'abord? Oui, tout à fait. Oui. Hein, c'est important dans le contexte du salon de l'agriculture. Voilà. Élu communal aussi? Tout à fait, élu communal et communautaire, tout à fait, oui. La commune en question? Ney-la-Vallée, dans le Val d'Oise, la corne est du Vexin français. D'accord. Et c'est une commune, si je ne dis pas de bêtises, qui est utilisatrice? Alors, à plusieurs titres, oui. Déjà, la distribution d'électricité se fait par la SICAE de la vallée du Sausseron, dont M. Vantuin est président. Et la commune elle-même est utilisatrice des services de la SICAE, tout à fait. Oui. Alors, oui. On va rentrer dans le détail. Je ne connaissais pas du tout ce service, ce système de production. Guillaume Vantuin, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que c'est précisément? Alors la fédération, ou plutôt les SICAE, il y en a maintenant 12 en France. Elles ont été créées juste après la Première Guerre mondiale, en 1921, avec une idée assez simple. L'électricité avait été distribuée par les sociétés dites privées, mais la ruralité n'intéressait pas. Il n'y avait pas assez de personnes au kilomètre carré. Et donc les agriculteurs se sont unis, se sont regroupés au sein de coopératives, et ils ont tiré les tuyaux qui ont permis d'électrifier comme ça des zones rurales de France. Et puis la Deuxième Guerre mondiale est arrivée. L'ensemble des sociétés privées ont été nationalisées, donnant et créant ainsi EDF. Par contre, ces SICAE ont été préservées. On a reconnu par leur modèle coopératif, et ça c'est un point important, l'utilité de ces SICAE. Et en fait, nous sommes les héritiers, entre guillemets, les dépositaires de ces différentes sociétés coopératives d'électricité. Qu'on fasse bien la précision. En quoi vous êtes différent, spécifique à d'un réseau de distribution bien connu, je vais dire EDF par exemple. C'est quoi le distinguo, qu'on comprenne bien? Alors, il n'y a pas une différence en tant que telle, puisque c'est les mêmes réseaux. Par contre, c'est le modèle qui est différent. Nous avons des coopérateurs, l'ensemble du résultat que nous fabriquons, que nous réalisons, nous le conservons au sein de notre entreprise à 90%, ce qui fait qu'en fait, on a une vision de long terme. Et c'est toute la spécificité, et Jérôme y reviendra, dans le lien qu'on a avec les collectivités locales, parce qu'on a un souci affirmé d'être des artisans du développement rural. Je le disais en introduction, la distribution, la production d'électricité aussi. Dites-moi, alors vous avez quoi là pour produire de l'électricité? Parce que dans le schéma classique, produire de l'électricité, ça va être de l'hydraulique, de l'aérien, de l'éolien, pardon, une centrale nucléaire et autres. Alors, nous, comme je vous le rappelais, notre métier de base, c'est de tirer les tuyaux. Et après, effectivement, on arrive à une deuxième marche qui est la production. Et dans le cadre de la SICA de la vallée du Sausseron, nous avons fait le choix, effectivement, de se développer sur la production hydraulique. Donc, l'acquisition de barrages, l'utilisation de ces barrages pour produire de l'électricité. Jérôme Leplat, votre expérience au niveau de l'utilisation, justement, qu'est-ce que vous avez à raconter dessus? Alors, moi, c'est assez simple. C'est que, en fait, j'ai toujours le même gimmick, la même phrase, c'est de dire disponibilité, proximité. Pourquoi? Parce que on se retrouve avec des équipes qui, dans le quart d'heure qui vient, est sur place. Ils connaissent par cœur notre vallée. En cas de pépin, en cas d'anomalie, en cas de tempête ou autre, c'est ce que vous voulez dire finalement, l'intervention locale au niveau du réseau électrique est de très bonne qualité, c'est ça? Exactement. Et puis, pour la moindre panne, même si c'est une panne bénigne, je vous dis, dans le quart d'heure qui suit,
il y a du monde sur place et ils connaissent le réseau par cœur. C'est ça qui est important. Pour un complément, et monsieur le député le connaît, on appelle ce qu'on appelle le critère B. Dans notre profession, c'est ce qu'on appelle le temps de coupure. Et donc, on arrive à évaluer les différents acteurs de l'énergie électrique sur ce qu'on appelle le critère B. Et il faut quand même reconnaître que les 12 CKE qui existent en France ont ce qu'on appelle un critère B de très bon niveau. Voilà, ça prouve que le réseau est bien entretenu, on investit à long terme et c'est tout l'intérêt des entrepreneurs et des habitants de ces régions. Jérôme Leplat. Oui, le gros avantage, c'est qu'en plus, je crois savoir qu'une grande partie du réseau est enterrée. Donc déjà en termes de sécurité en cas de tempête, de coups de vent, etc., évidemment meilleur. Monsieur le député, qu'est-ce que vous pensez de cette... enfin, pas de cette expérience, ça existe depuis longtemps. C'est pas forcément très connu non plus. C'est vrai. C'est intéressant. Ah oui, non seulement c'est intéressant, puisque j'ai bien aimé dans l'approche, c'est qu'on est sur des approches territoriales. Et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on pense souvent par rapport à l'énergie à quelque chose qui est très centralisé. Or, aujourd'hui, l'énergie, on en a besoin partout, on en a besoin à tous les niveaux. Et d'ailleurs, en termes d'aménagement du territoire, on a besoin de développer nos territoires, que ce soit en termes de mobilité et d'accès à l'énergie, donc à tous les niveaux. Et donc, la démarche qui est entreprise ici est une démarche qui est très intéressante. Et c'est vrai qu'elle mérite d'être connue. Et je suis même ravi qu'aujourd'hui, vous la mettiez un petit peu en avant à travers cet échange. Est-ce que ça peut se développer encore davantage? Vous nous disiez dans 12 régions, c'est ça? Il y a 12 entités. En fait, on est dans 6 régions de France. Il y a 12 entreprises, c'est 500 personnes. On distribue auprès de 300 000 clients, ça fait 500 000 habitants. Oui, effectivement, la fédération est là aussi pour accueillir des coopératives. Hein. J'insiste sur ce point, ce sont des coopératives qui ont pour vocation de distribuer tout type d'énergie. Oui. Alors, et un point, monsieur le député a raison, c'est que les coopératives agricoles au salon de l'agriculture, on le rappelle, mais c'est quand même un des premiers employeurs du monde rural. Et c'est quelque chose qui n'est pas délocalisable. Et donc, dans ce qu'on appelle l'aménagement du territoire, ça a tout son sens. Et la transition énergétique fait partie de ça. Vous me disiez en préparant cette émission, il y a une différence sensible aussi. On ne distribue pas d'argent aux actionnaires, on réinvestit tout dans les installations. C'est un vrai sujet, ça, hein, en France, en Europe, dans le monde, de cette notion de service public où vraiment on réinjecte tout pour entretenir un réseau de qualité, avoir des interventions rapides, etc. Non seulement, d'après ce que je crois savoir, encore une fois, c'est que non seulement c'est la sécurisation du réseau, mais aussi ça peut être dans l'éclairage, dans tout ce qui est l'amélioration de... Alors on parle beaucoup de l'aide pour l'éclairage public, donc il y a beaucoup de choses de cet ordre en fait. Et puis dans notre vexin français, je vous invite à venir le découvrir, on est très, très attaché à l'architecture. On a un petit patrimoine rural. Donc dès qu'on investit, on ne fait pas quelque chose à 2 € et 6 sous. On intègre notre réseau. Voilà. Il fait partie. Et pour qu'il se fonde à notre petit patrimoine rural. Jean-Luc Fugit, si vous êtes ici aujourd'hui, bien sûr, c'est pour réagir par rapport à ce qui a été présenté ici. Vous êtes aussi rapporteur d'un rapport parlementaire, hein, c'est ça, l'agriculture face aux défis de la production d'énergie. Plus que jamais, hein, là dans le contexte géopolitique, évidemment, cette production d'énergie, cette disponibilité est un vrai sujet pour toute l'économie. L'agriculture peut et doit produire plus d'énergie, participer à la production énergétique française? Alors, si je joue au fils de paysan que je suis scientifique, je rappellerai que la production agricole est une production énergétique. C'est la production de notre alimentation et celle de nos animaux. C'est l'énergie pour nos animaux et c'est l'énergie pour que chacune et chacun d'entre nous, on puisse fonctionner. Et ensuite, il y a l'énergie au sens électrique, le biogaz, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, on le sait, on a 20% de nos fermes qui participent à cette production d'énergie. On sait que ça va se développer, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. C'est l'objet de tout le travail, le rapport que je pourrais d'ailleurs vous remettre tout à l'heure et que nous avons fait d'un point de vue parlementaire. Quels sont les points clés, justement? Alors, les points clés, c'est justement de se dire, première question, sujet qu'il faut rappeler tout le temps, ne pas, comment dirais-je, désorienter l'agriculture, à savoir que la destination première d'une terre agricole, c'est produire de l'énergie alimentaire, pour les animaux, comme je disais, et pour les êtres humains. Ensuite, au niveau des biodéchets, au niveau des déchets agricoles, on a des choses que l'on peut faire.
on peut aussi le faire avec le monde urbain voisin. Et donc, on peut valoriser ces déchets. C'est quoi? C'est la méthanisation, par les exemple, biogaz? la méthanisation. Évidemment, on ne fait pas de la méthanisation n'importe comment. On ne doit pas faire de la méthanisation n'importe comment. Et d'ailleurs, au passage, je crois, il est très important, dans la formation agricole initiale, à l'avenir, que l'on soit capable d'aborder tous les enjeux énergétiques dans le monde de l'éducation agricole. Et surtout, il faut faire adhérer nos concitoyens à ces sujets-là. Et donc, il faut travailler avec les élus locaux, il faut travailler avec nos concitoyens. On y reviendra sûrement sur la question de l'acceptabilité de ces projets, parce que parfois, ça peut faire peur. On est bien d'accord. On est simplement sur de la transformation. Il faut juste partir d'un principe simple, qui est le principe de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La production d'énergie, ça n'a jamais existé. La consommation d'énergie, ça n'a jamais existé. La seule chose que nous faisons, c'est de la transformation. Et donc, quand on va utiliser des biodéchets, quand on va valoriser des biodéchets, on peut non seulement se mettre dans une économie circulaire de territoire, mais en plus apporter de la valeur aux agriculteurs. Parce qu'à la fin, impliquer le monde agricole dans la production d'énergie, c'est bien, mais à la condition qu'il y trouve un intérêt. Et l'intérêt pour l'agriculteur, c'est de lui ajouter de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde agricole, il n'a pas suffisamment de retour de richesse dans cette direction. On a déjà eu, à l'occasion des émissions Village Semence, des exemples qui permettent à la fois de répondre aux problématiques agroécologiques et de production énergétique. Je vous donne un petit exemple tout bête de production d'électricité. Finalement, ce sont des serres qui vont être constituées pour protéger les sols et équiper, donc éviter qu'il y ait trop de soleil qui tape sur le sol et les cultures, et en même temps installer par-dessus des cellules photovoltaïques. Voilà, par exemple, monsieur le député, un exemple concret tout simple au niveau d'une exploitation, mais qui après tout est une réalité de terrain et de proximité. Hein. Alors, on est là sur la question de l'agrivoltaïsme. Cette combinaison de tout ce qui est... En fait, quel est le plus abondant d'un point de vue renouvelable? Le plus abondant sur la planète, ce sont les photons de la lumière. Ces photons de la lumière que nos végétaux savent très bien récupérer pour faire leur photosynthèse, leur croissance, etc. Et nous, on utilise les végétaux pour l'alimentation animale, la nôtre, etc. L'idée, c'est de récupérer un maximum de ces photons. Ces photons, on peut les récupérer avec de la toiture donc, industrielle, de la toiture de nos installations agricoles, mais on peut aussi, en agrivoltaïsme, essayer de combiner la production agricole avec l'agriculture. Attention, il ne s'agit pas de dénaturer le métier de l'agriculteur, il ne s'agit pas non plus, encore une fois, de s'écarter de la fonction première de la terre agricole. Il faut vraiment combiner les deux. Mais je pense qu'en arboriculture, en viticulture, même dans certaines cultures d'élevage, on peut progresser. Je crois qu'il faut se baser sur l'innovation, sur la science, et encore une fois, se faire confiance. Et surtout, à la sortie, si on va expliquer à nos concitoyens, expliquer aux élus locaux, entraîner nos agriculteurs, mais n'oublions pas qu'à la fin, il faut que l'agriculteur il y retrouve quelque chose, et c'est-à-dire qu'il y retrouve de la valeur. Et moi, ce que j'aimerais à la fin, si vous voulez, c'est que les agriculteurs, quand ils viennent sur le salon de l'agriculture, par exemple, ils soient fiers de nous présenter leurs produits alimentaires. Je trouve ça fantastique. Je vous invite d'ailleurs à venir goûter les rigottes de Condrieu dans mon territoire, par exemple, sur le salon ici. Mais qu'ils soient fiers aussi de contribuer à apporter de l'énergie renouvelable qui nous permet d'être de plus en plus indépendants des énergies fossiles. Et à l'heure de la crise ukrainienne et russo-ukrainienne, je pense que c'est très important pour nous, en termes par exemple de biogaz ou autre, de faire en sorte de pouvoir développer ces énergies-là pour un petit peu faire en sorte de se détacher au fur et à mesure des énergies fossiles. Guillaume Van Thuin, ça peut permettre aussi de favoriser le développement aussi des SICAE finalement. Tout ça, ah mais totalement. C'est cohérent, c'est pas l'un et l'autre, c'est l'un avec l'autre finalement. On est dans la complémentarité, on n'est pas dans l'opposition. Et je rejoins monsieur le député sur le fait des projets photovoltaïques, la méthanisation, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le stockage de l'électricité en tant que tel. Mais je voudrais revenir sur un point qu'il a évoqué, c'est l'acceptabilité. Là, il y a un vrai enjeu et les représentants des coopératives, vous êtes quelqu'un qui avait une action importante dans la vie politique. Réussir à réunir tout le monde autour d'un projet, c'est quelque chose de crucial. Sur le territoire que nous partageons avec Jérôme, nous savons qu'il y a des thèmes que nous ne pouvons pas aborder. L'éolien, on ne pourra pas le faire. Il y a d'autres thèmes, c'est très compliqué. Donc la notion que vous mettez en valeur d'acceptabilité, c'est quelque chose qui est prégnant. Échanger, discuter, se comprendre, mettre les différents points de vue sur la table pour trouver les bonnes solutions de toutes les façons. J'ai envie de dire, pour terminer cette émission, c'est
c'est essentiel, hein, monsieur le député, on est d'accord. Hein. Ah oui, oui, c'est vraiment C'est pas essentiel. le politique qui décide dans un coin ou le technicien qui décide dans son coin et qui impose. Hein. Le politique, il peut être un catalyseur dans l'affaire. Hein. Il peut permettre de réunir, moi je l'ai fait dans ma permanence parlementaire, de réunir à la fois du monde agricole, des entreprises, etc. C'est très bien, on a ce rôle de catalyseur. Mais à un moment donné, il faut vraiment discuter, il faut que tout le monde puisse trouver un intérêt. Et encore une fois, pour trouver de l'intérêt, il faut qu'on comprenne ce que c'est que l'énergie. Et qu'on arrête de croire que quand on appuie sur un bouton, on a de l'électricité, tout va bien. Magie. Voilà, il y a autre chose. Parce qu'à la fin du fond, c'est quand même la souveraineté énergétique dont on parle en France. Hein. Merci à tous les trois d'être venus nous parler du sujet de l'énergie à travers les SICAE et puis à travers bien sûr le rapport parlementaire qui montre qu'il est nécessaire, mais on va y croire, hein, que l'agriculture produise aussi de l'énergie. Tout le monde a à y gagner, d'abord aussi les agriculteurs. Merci à tous les trois. À bientôt. Merci à vous.